Louis Robert est agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Son travail au sujet de la qualité des sols cultivés dans la province l'a amené à soulever des questions sur les recommandations et les pratiques des différentes associations et du gouvernement qui guident les producteurs maraîchers québécois. Ces questions ont capté l'intérêt des médias alors qu'en 2019, partout, on parlait de l'affaire Louis Robert. En avril dernier, il a publié Pour le bien de la terre, où il raconte ses péripéties. Monsieur Louis Robert est avec nous autres. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui, c'est bien apprécié. C'est mon plaisir, merci. Puis je dis ça, puis malgré le fait que vous l'avez dit dans votre livre, vous êtes quelqu'un, vous aimez ça être dans l'anonymat, c'était pas votre intention là, de vous voir publiquement dans les dernières années, mais malgré vous, un peu, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis là, vous avez décidé même en plus de publier un livre, donc on vous revoit encore une fois dans les médias, mais est-ce que vous commencez à être tanné d'en parler? Est-ce que vous avez hâte de passer à autre chose? Non, c'est-à-dire que ça a déjà commencé à baisser et je peux pas nier le fait puis que je suis très content de l'accueil puis, disons de l'intérêt manifesté par les médias, par le grand public, par les intervenants et tout ça, puis qu'en général c'est positif. Fait que non, c'est sûr que probablement que ça a déjà commencé à s'essouffler là, puis la poussière retombe, puis c'est très bien comme ça aussi là. Mais non, j'ai pas. À aucun moment, j'ai trouvé ça tannant. Non. Même en 2019, là, ce qu'on disait dans les médias, on pouvait dire que c'était l'année Louis Robert. Là, est-ce que ça n'a pas été un trop-plein? Vous étiez content, dans le fond, j'imagine, que ce soit rendu au public la situation que vous avez vécue. Oui, en fait, tout l'aspect public a été, dans l'année 2019, tout l'aspect public a été, disons, secondaire pour moi parce que j'avais tellement des préoccupations prioritaires concernant mon statut d'emploi, entre autres, puis mes relations avec l'Ordre des agronomes, ça a été houleux, puis tout ça. Donc, l'aspect public était comme un peu secondaire, d'autant plus que pour beaucoup des entrevues puis des relations avec les médias, c'est mon syndicat qui s'en est occupé, et de belle façon d'ailleurs. Donc, ça m'a beaucoup aidé, ça. Puis le syndicat a fait un travail. Moi, j'étais très impressionné par la façon dont je ne fais pas de publicité pour eux autres. Là, on ne peut pas devenir membre du syndicat et payer une cotisation. Mais en tout cas, bref, ils se sont appropriés le dossier. Puis ils ont tout de suite, dès la première entrevue, ils étaient impressionnés par la maîtrise qu'il y avait du dossier. Je parle du président d'alors, Richard Perron. Et la représentation, autrement dit, était assumée par mon président de syndicat. Puis j'avais rien à redire, c'était excellent. Fait que ça me libérait, ça m'enlevait le fardeau des entrevues et je me concentrais sur le règlement de mon dossier. Parlons-en, mais peut-être pour ceux s'il y en a encore qui ne sont pas familiers avec votre histoire, là, premièrement, c'était quoi votre rôle au sein du MAPAC? Quel était mon rôle? Moi, ça fait depuis... j'ai été engagé le 31 janvier 1989 dans le sud-ouest du Québec, au bureau régional de Châteauguay. Et j'étais conseiller régional en grande culture pour la région du sud-ouest. Après ça, pour des raisons familiales, ma conjointe était de la région de Québec. On a déménagé dans la région de Chaudière-Appalaches, de 1999 à fin 2014 à Sainte-Marie. Toujours conseiller régional en grande culture. Et depuis 2015, janvier 2015, je suis à Saint-Hyacinthe, puis j'ai le poste de conseiller expert provincial en grande culture pour le MAPAC. Donc, en gros, ça, c'est le titre. Là, concrètement parlant, qu'est-ce que je fais? C'est que je suis beaucoup dans le transfert. Je suis un des rares encore chanceux qui peut consacrer une bonne partie de son temps de travail au transfert technologique, transfert d'information. Ça veut dire être à l'affût des travaux de recherche, des résultats de la recherche, les synthétiser et les amener de façon à ce qu'ils puissent être transférés à la ferme en passant par les agronomes de première ligne, c'est-à-dire les agronomes qui font les services conseils, les plans de fertilisation, par exemple, des trucs comme ça. Donc, une de mes activités dans les dernières années, ça a été de collaborer. J'étais un des animateurs de la caravane de santé des sols, qui nous a emmenés d'ailleurs au cours d'un hiver à l'Ange-Gardien dans votre région. Rencontrer des producteurs il y a quelques années de ça. En fait, on a fait toutes les régions du Québec. On est même allé en Alberta, à l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Ontario, etc.
Mais on a couvert toutes les régions du Québec avec cette fameuse caravane santé des sols qui, comme le nom l'indique, c'est une occasion quand la température le permet, au champ, de faire une démonstration sur comment entretenir nos sols, comment améliorer leur qualité, comment les remettre en santé. Et puis ça, c'est une initiative, j'ai commencé au MAPAC en 2011-2012. Ma collègue Odette Ménard a été l'instigatrice de ça. Puis moi, je suis un des 3 animateurs de cette caravane-là, qui va se poursuivre d'ailleurs en 2021 aussi, dans certaines régions. En gros, pour revenir à la question initiale, c'est que je fais du transfert technologique. C'est bien sûr que je suis parfois mobilisé aussi pour l'administration des programmes d'aide financière, les subventions, là, de temps en temps. Un côté du travail que j'aime moins, là, mais un peu comme le service militaire, il faut en faire un petit peu. J'ai toujours beaucoup aimé mon travail depuis le premier jour au MAPAC. Et, je trouve que le transfert, c'est le maillon intermédiaire dans la chaîne de transfert d'informations et c'est le maillon le plus négligé, puis qui est aussi essentiel que la recherche ou le service conseil, qui sont les 2 autres maillons. La recherche en amont, on a le transfert technologique, puis finalement le service conseil. Puis ce transfert d'informations-là, ça a comme but d'avoir des façons, de meilleures façons d'avoir des sols en santé plutôt que d'avoir recours à des produits dont on n'aurait probablement pas besoin. Là. Oui, exactement. S'il y a une notion qui résume bien nos objectifs et notre travail, c'est de dire que notre objectif de départ, c'est améliorer la rentabilité des entreprises agricoles du Québec. Et les meilleures façons qu'on voit, en tant qu'agronome au MAPAC, les meilleures façons qu'on voit pour améliorer cette rentabilité-là, c'est par des moyens qui vont aussi réduire les impacts environnementaux et qui vont maintenir ou augmenter les rendements. Donc, ça veut dire que, contrairement à la croyance populaire, améliorer la rentabilité puis améliorer la productivité ne va pas se faire au détriment de l'environnement. En fait, les objectifs agronomiques, environnementaux et économiques sont très, très compatibles. Ça, les gens ne le savent pas, mais par exemple, je vais vous donner l'exemple du semi-direct. La technique du semi-direct consiste à abandonner toute forme de travail du sol pour semer la culture, mettons, en 2021, sur un sol qui a été laissé intact depuis la récolte de l'automne 2020, sans aucune forme de travail de sol. Bon, ça, c'est une pratique qui a commencé il y a très longtemps. En fait, dans les années 30 même, il y en a eu dans le Midwest américain. Puis, on essaie de promouvoir cette technique-là auprès des producteurs. Puis, il y en a une certaine partie qui adhère à cette pratique-là. Puis, évidemment, bien, ça réduit les impacts environnementaux. Puis, ça maintient ou ça augmente les rendements. Et évidemment, parce que ça réduit énormément le coût de main-d'œuvre, le coût de carburant, le coût de machinerie, bien, ça améliore la rentabilité. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait parler de gestion de l'engrais de ferme ou de rotation des cultures. Toutes les pratiques dont on fait la promotion auprès des groupes de producteurs, des agronomes et des producteurs, ça vise les 3 objectifs en même temps. Donc, c'est la beauté de la chose. Cette méthode-là, c'est ça où est-ce que ça permet en fait de ne pas exposer le sol, mais plutôt que de le garder à l'ombre et dans un environnement qui est moins pris par le soleil? Exactement. Puis, un autre message que j'aimerais vous livrer, c'est que, ça c'est reconnu internationalement, l'agriculture de l'avenir va reposer sur 3 piliers, c'est-à-dire le semi-direct ou le travail très réduit, peu d'intervention mécanique au champ, ça c'est 1. 2, la couverture du sol. Et 3, une rotation de culture diversifiée. Ça, c'est les 3 piliers. Et peu importe le type de sol, peu importe le type de production de culture, la région, le climat, ce sont les 3 mêmes solutions qui reviennent tout le temps. Et donc, c'est le fun, c'est pas bien compliqué, c'est comme la même... Si on veut, c'est une recette, mais pas une recette. Il faut évidemment faire la mise au point technique pour l'adapter à chaque contexte particulier. Mais en gros, c'est les 3 grands piliers de l'agriculture du futur. Là, vous dites que c'est du futur, mais où est-ce qu'on en est présentement dans le concret, là, au jour le jour? Si on parle de pourcentage, mettons, on n'a peut-être pas des chiffres, mais ça ressemble à quoi le portrait? Est-ce que des producteurs, est-ce qu'on le met en pratique déjà ou on est rendu où?
si vous demandez aux producteurs agricoles, est-ce que vous faites du semi-direct, ils vont tendance à répondre oui dans une proportion d'autour de 30 à 40, parfois même des fois 50 %. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que de temps en temps, ils vont laisser un champ sans travail de sol à l'automne, puis ils vont en faire un semi-direct à l'occasion. Mais il est très important de mentionner que pour que le semi-direct rapporte, et ça rapporte sur le long terme seulement, là, il faut le laisser en permanence, le semi-direct. On ne peut pas, par exemple, dire, il y a plusieurs le font, là, on ne travaillera pas le sol cette année, mais l'année prochaine, je vais le travailler, je vais le labourer, puis je vais l'herber. Et on défait tous les bénéfices qu'on pourrait tirer du semi-direct à ce moment-là. Fait que la vraie réponse à la question, c'est quoi la proportion des producteurs au Québec qui font du semi-direct permanent? Je pense que c'est en bas de 10 %. Il y a pas de. C'est dur d'avoir un chiffre très, très fiable, mais selon nos estimés, là, puis nous, on est sur le terrain depuis plusieurs années, là, c'est pas plus que 10 %. Okay. Mais je pense que ça augmente très lentement. Il y a des reculs de temps en temps. Il y en a qui retournent au labour et tout ça, mais je pense que ça va monter. Puis l'autre, la couverture du sol par les résidus et les cultures de couverture, ça a augmenté beaucoup ces dernières années. Okay. Et ça, c'est très, très positif. Moi, je suis même impressionné de la vitesse d'adoption de la technique des cultures de couverture. Vous savez, les cultures de couverture, juste pour définir, pour que les gens comprennent de quoi on parle, ce sont des cultures qui sont semées, mais pas pour être récoltées. Ils sont semés seulement à des fins de protection du sol ou pour contrôler les mauvaises herbes ou pour recycler les éléments nutritifs. Donc, ils vont, par exemple, on va semer un des exemples les plus communs, puis dont on fait la promotion, c'est le semis de trèfle dans un champ de blé. Okay. Le blé est déjà semé, puis on va passer, on va aller semer une petite quantité de semences de trèfle. Puis le trèfle va pousser tranquillement, pas trop, pendant que le blé est encore là, mais une fois que la récolte de blé est prise, là, il y a beaucoup plus de soleil qui rentre, puis là, le trèfle profite jusqu'à la fin de la saison. Et ce trèfle-là empêche en grande partie la germination de mauvaises herbes, protège le sol contre l'érosion, recycle ou met dans le système de l'azote, plein de bénéfices qu'on tire. Et puis ça ajoute de la biodiversité aussi. Par exemple, si on pense aux abeilles et tout ça, des fleurs de trèfle, on sait que c'est attirant. Là, puis, donc, c'est un exemple de culture de couverture. Et ça c'est comme je le disais tantôt, la superficie semée en culture de couverture au Québec ces dernières années a augmenté beaucoup plus que je m'y attendais, puis plus que le semi-direct aussi. Ouais. C'est drôle parce que j'allais dire mais c'est pas moi, c'est pas vrai, c'est plus ma blonde, mais au niveau du jardinage... Il faut faire attention à ne pas s'approprier des non, c'est ça. mais au niveau du jardinage, il en parle déjà, on pratique un peu ce principe-là, mais là, on parle de petite culture, mais fait que ça peut s'appliquer, dans le fond, à grande échelle. Là. Absolument. Ça peut s'appliquer dans la culture maraîchère, dans les petits fruits, même dans les vignes. On a fait des démonstrations, on a cherché à trouver des cultures de couverture les plus adaptées aux vignes. Et puis, dans les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est une culture difficile parce que, ça exige des opérations culturales. C'est exigeant en termes de cédules de semis et de récolte aussi. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Quand on décide de produire des pommes de terre, on s'embarque de façon conventionnelle. En tout cas, on s'embarque dans un système très rigide. Puis pour pouvoir intégrer là-dedans des cultures de couverture, il faut de la souplesse. C'est pas une cause perdue, par exemple. Je crois que dans cette culture-là, comme dans d'autres, là, on n'aura pas le choix. D'ailleurs, on a fait une démonstration, je me rappelle, à l'île du Prince-Édouard, là, puis l'organisme, qui est l'Association des producteurs de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard, nous avait invités à faire une démonstration de santé des sols, puis il avait choisi comme site, c'était l'été, là, évidemment, à peu près le meilleur producteur de pommes de terre de l'île. Et il utilisait très peu de pesticides. Il était en transition, en fait, vers le bio. Okay. Un de ses secrets, c'était des cultures de couverture puis des rotations de culture. Exactement ce qu'on préconise. Et les gens, je ne sais pas si à l'époque, ils avaient compris, là, mais pour nous, ça sautait aux yeux que c'est pour ça que ces pommes de terre étaient si peu malades, si de belle qualité. Parce que justement, il fallait des rotations et des cultures de couverture. C'est un producteur très, très avancé. Puis, on parle de ça des producteurs de pommes de terre ici et même là-bas, des fois. Puis, pour eux, c'est incompatible que de faire de la pomme de terre et d'avoir des cultures de couverture, alors que lui, il le faisait, puis il le rentabilisait.
Puis c'est là, ces méthodes-là, c'est au départ, au départ, on pourrait dire comme ça, d'utilisation, entre autres, de pesticides. On en entend beaucoup parler. Là, je pense que c'est quand même des pesticides et puis les fameux néoniques, ça a été quand même assez médiatisé. Mais une chose que moi, je ne connaissais pas, c'est aussi au niveau des engrais. Donc, on ferait une surutilisation des engrais au Québec, comparativement à, entre autres, nos voisins d'Ontario ou encore dans l'État de New York, là, que vous avez mentionné dans votre livre. Oui, oui. On a. Je pourrais résumer ça en disant que par idéologie, au Québec, traditionnellement, on a toujours pensé que pour produire des recommandations d'engrais justes pour le producteur, il fallait l'implication des représentants de compagnie. Autrement dit, avec des bonnes intentions, en fait, on compromettait l'intérêt public parce que c'est clairement établi que si au Québec, on a les recommandations d'engrais en général les plus élevées en Amérique du Nord. Il y a des exceptions, mais en général, on avait jusqu'à très récemment les recommandations les plus élevées en Amérique du Nord. Puis on était un des seuls, sinon le seul endroit où les représentants des compagnies siégeaient aussi au comité d'élaboration des recommandations. Il y avait comme un lien de code. En tout cas, on peut être vertueux et naïf et penser que c'est juste une coïncidence, là, mais j'ai... Non, mais vous avez étudié les chiffres, vous avez vu que c'était plus élevé dans le contexte au Québec, étant donné qu'on a des représentants qu'ailleurs. Oui. Puis, il y a une période de 1995 à 2001 où les représentants des compagnies ont claqué la porte du comité. J'étais président du comité, fait que j'en suis un bout là-dessus. Là. Ils ont claqué la porte parce qu'on avait adopté des recommandations beaucoup plus proches des besoins réels des cultures. Ça amenait une réduction, par exemple, dans le phosphore, d'autour de 40 % des recommandations. Et pendant cette période-là, de 6 ans, de 1995 à 2001, on n'a pas eu de baisse de rendement, mais on a une baisse dans la consommation de phosphore. Là. Ça a chuté de cette période-là. Et on a été forcé de réintégrer les compagnies en 2001. Moi, je suis sorti à ce moment-là. J'ai démissionné du comité parce que moi, je jugeais que j'étais en situation de conflit d'intérêt. J'acceptais. J'étais complice, autrement dit. Fait que pour moi, c'était pas une position tenable. Fait que j'ai démissionné j'ai démissionné du comité. Fait que c'est pour ça, il y a un lien de cause à effet. Si on prend un exemple, là, dans la culture du maïs, là, un sol typique au Québec, 4,3 %. Je ne mentionnerai pas de chiffre parce que, mettons un sol typique au Québec, on recommande 60 kg de phosphore à l'hectare. Puis en Ontario, c'est 20. Le même sol, là, si on envoyait un échantillon de ce sol-là en Ontario, le même sol, on recevrait une recommandation de 20. Puis en État de New York, ça serait 0. Et dans beaucoup d'États du Nord-Est, ça serait 0, tout simplement parce qu'il n'y a pas de probabilité. La probabilité d'une augmentation de rendement en mettant du phosphore dans un sol comme ça, typique du Québec, est très faible. Fait qu'on devrait recommander 0 ou maximum 20, alors qu'on recommande 60. Et traditionnellement, puis là, ça dure depuis des décennies, là, ça. Et donc, on peut imaginer les impacts. Puis, comme je le mentionne dans le livre aussi, vous savez, il y a de la littérature scientifique qui démontre que le phosphore qu'on trouve dans les cours d'eau, à 85 % du temps, c'est du phosphore qu'on a appliqué en trop. C'est du phosphore excédentaire, soit dans l'alimentation des troupeaux ou soit dans la fertilisation des cultures. Mais c'est du phosphore, autrement dit, qui n'a jamais servi. Il a passé tout droit dans le système. Okay. Alors, une des façons, moi je le répète depuis plusieurs décennies aussi, là, c'est qu'une des façons d'attaquer le problème du phosphore au Québec, si on avait voulu vraiment le corriger, le problème du phosphore au Québec, on se serait attaqué à la source, au tri du phosphore sur les fermes. Ce qui n'a à peu près jamais été fait. Et dès qu'on en parle, ça, c'est comme un sujet tabou, évidemment, parce qu'il y a des intérêts à protéger. Ben là, c'est ce qui est arrivé, dans le fond. Là, vous avez décidé d'exposer la situation aux médias, puis c'est ce qui a amené à ce que vous soyez relevé de vos fonctions. Oui, mais plus précisément, c'est pas tellement du côté du phosphore, mais oui, vous avez raison, c'est dans la même nature. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont sensibles, qui sont gênantes, si on veut, pour les publics, parce que ça démontre la complicité. Hein? Et évidemment, ils n'ont pas aimé ça. Mais c'était, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était la question des traitements de semences à base de néonicotinoïdes. Là. La recherche qui était faite au sérum qui démontrait, là, hors de tout doute d'ailleurs, là, hors qu'on voit ça en agronomie, là, des travaux de recherche aussi consensuels. Là. Le message était limpide, était clair.
on n'a aucune probabilité que ce produit-là soit rentable pour un producteur. Donc, ce qu'on aurait dû faire, transférer le message au producteur, dire oubliez ça, là, arrêtez d'en mettre. Et pas juste les néoniques en passant à la recherche. Puis ça a été l'objet, malheureusement, là, d'une confusion dans les médias, puis une confusion entretenue d'ailleurs par l'Ordre des agronomes. Là. Mais la recherche ne démontrait pas seulement que les néoniques étaient... Les médias ont rapporté que la recherche démontrait que dans 95% des cas, les néoniques n'étaient pas utiles, donnaient pas d'avantage. Mais en fait, le travail de recherche de Geneviève Labrie sur 83 cette année, et maintenant c'est plus que 1000 cette année, entendu, le vrai message, c'était que aucun insecticide n'est rentable dans 100% des cas. Pas juste les néoniques, mais là, vous savez, les compagnies se sont adaptées rapidement, puis parce que le ministère de l'Environnement a imposé aux producteurs que si vous voulez utiliser des néoniques, ça va vous prendre une signature d'agronome, une recommandation. Bien, les compagnies sont virées de bord, puis ils ont remplacé les néoniques par une autre forme d'insecticide, une autre famille d'insecticides, les diamides. Mais en réalité, c'est à peu près la même chose. La recherche disait que c'était inutile de mettre des insecticides parce qu'on n'a pas d'insectes qui causent des dommages. C'est ça les vrais résultats du travail de recherche, c'était que dans aucun des cas, on a vu des dommages quand on ne mettait pas d'insecticides, on a vu des dommages qui causaient une baisse de rendement. Donc, c'est complètement inutile de mettre des insecticides. Pas juste là, on a tendance à penser le contraire parce qu'on dirait que c'est quasiment... tout le monde aurait tendance à dire, bien, OK, ils vont comprendre que c'est peut-être négatif pour l'environnement, mais ils vont penser que c'est pour justement avoir un meilleur rendement. Mais là, vous dites que ce n'est pas le cas. Non, c'est ça. Non seulement sont néfastes pour l'environnement. En fait, la première démarche sur le plan agronomique, ça aurait été de recommander de ne pas en mettre, pas parce que c'est dommageable pour l'environnement, parce que ça ne donne aucun résultat. Okay. Et puis, en faisant ça, bien, on aurait exempté des... Parce que vous savez, même les nouveaux produits, on les trouve déjà. Hein? Le ministère de l'Environnement rapporte à présent des diamides. Là. La nouvelle famille d'insecticides utilisés, c'est des diamides. Puis on en trouve déjà dans les prélèvements de cours d'eau au Québec. Ça n'a pas pris de temps. Là. Juste 2-3 ans, ils sont utilisés, puis on les retrouve dans l'environnement. Ils sont très toxiques. Peut-être pas autant pour les abeilles que les néoniques, mais ils sont très toxiques pour les milieux aquatiques, les organismes benthiques et puis les batraciens et compagnie. Fait que là, il y a ça que dans les cours d'eau, en plus du phosphore qui aussi vient nuire. Oui, en plus du phosphore puis des sédiments. Quand, le jour où vous avez parce que vous avez donné des conférences, puis vos patrons, à l'occasion, vous qualifiez ça en guillemets de faire taper sur les doigts. C'est arrivé que on vous a dit de faire attention à ce que vous allez dire. Donc, quand vous avez décidé de parler aux médias, j'imagine, je me demande dans quel état d'esprit vous étiez, parce que j'imagine que vous attendiez à avoir certaines répercussions, puis que ça allait un peu brasser les affaires. Oui, c'est en mars 2018, quand j'ai contacté les journalistes pour leur faire part de ces informations-là, je m'attendais à toutes sortes de choses. J'y avais réfléchi, évidemment, avant. Là, puis j'avais envisagé la possibilité de toutes sortes de conséquences, de réprimandes, etc., des blâmes, même un congédiement. Puis là, arrivé après 30 ans au MAPAC, à un moment donné, tu te dis, je vais-tu encore une fois être complice de cette situation-là puis de fermer ma gueule, tu sais? Ou là, là, ça suffit, là, puis je vais le dire. Ben, j'ai choisi de le dire. Puis, parce qu'il est arrivé plusieurs fois dans ma carrière où je me suis vraiment posé la question. J'ai failli le faire avant, mais je n'avais pas, disons, l'autorité morale, l'expérience non plus. Je n'étais pas prêt non plus à subir toutes les conséquences possibles. Mais là, à un moment donné, là, la situation se détériore en plus. Puis, vous savez aussi là, qu'au centre de recherche, c'était particulièrement pathétique parce qu'il y avait des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui avaient plein de potentiel, qui voyaient pratiquement leur carrière brisée à cause de ces ingérences-là. C'était assez triste sur le plan humain, là. C'était pas drôle à voir. Puis moi, comme je disais au début, je suis agent de transfert technologique. Fait que forcément, il faut que je sois branché sur la recherche. Puis il y a des chercheurs avec qui je collaborais depuis plusieurs années au centre de recherche. Puis je voyais leur climat de travail, leur productivité aussi. Le centre, en fait, était rendu pratiquement dysfonctionnel.
il n'y avait quasiment plus rien qui sortait de là. Parce que, en tout cas, c'était pourri. Fait que moi, ça a rajouté, disons, ça a rajouté aux raisons pour lesquelles j'ai finalement sorti publiquement. Là. Puis oui, dans les semaines qui après, dès le lendemain, quand c'est sorti, je m'attendais au pire. Là. Mais il ne s'est rien passé. Non, c'est juste après 5 mois. Là. Oui, c'est même mars 2018 et c'est arrivé en septembre. 6 mois, oui. 6 mois plus tard. Okay. Fait que, oui. Et puis c'était. Le travail durant l'été 2018 s'est poursuivi. Pareil comme si de rien n'était. Ça a été doublement surprenant le jour où vous avez eu l'appel, parce que vous étiez à l'extérieur, en train de faire un travail à l'extérieur. Lorsque vous avez reçu l'appel, bon, rendez-vous au bureau, c'est important. Hein? Je veux dire, vous êtes rendu là après 5-6 mois, ça peut t'en attendre. Là. Oui. Oh oui. Oui, cette fois-là, en septembre, le 12 septembre 2018, quand on m'a signifié que j'étais relevé de mes fonctions, pas congédié encore, relevé de mes fonctions, ça a été... A posteriori, quand j'y repense, là, j'ai été plus surpris le 12 septembre qu'à mon congédiement, qui est arrivé 4 mois plus tard, en janvier 2019. C'était vraiment, vraiment une surprise. Même si, après, à tête froide, je pouvais penser que ça devait être à cause de la santé médiatique, mais il n'y avait rien. Puis comme il ne s'était rien passé, et puis, il me semblait que ça ne méritait pas une sanction si sévère que ça. En tout cas, bref, j'avais encore beaucoup de doutes sur les raisons réelles de ma suspension. En effet, puis pendant ce temps-là, vous savez, le statut de relevé de ses fonctions, c'est normé dans la convention collective. Hein. C'est une mesure non disciplinaire, mais il appelle ça une mesure administrative qui permet à l'employeur, pendant ce temps-là, de faire une enquête pour voir c'est quoi la nature de l'infraction et tout ça. Puis là, justement, pendant cette période-là, je pense que vous avez été dans le néant, donc vous ne saviez même pas qu'est-ce qui était retourné. On va continuer cette conversation-là, si vous voulez bien, M. Robert. Je vais juste prendre le temps de remercier les gens qui nous écoutaient via Ma TV Outaouais ou encore si vous êtes sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Rendez-vous sur notre site web ou sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre pour pouvoir voir le reste de l'entrevue. Ça va être super intéressant de continuer à parler avec M. Robert. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire, ça nous aide beaucoup d'avoir les gens qui nous suivent. Et donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc c'est ça, on disait, pendant cette période-là, vous êtes supposé, j'imagine, d'être informé de l'enquête et des décisions qui sont prises, alors que là, finalement, vous avez été dans le néant pendant un certain temps. Hein. Oui, puis j'ai été aidé par mon conseiller syndical, là, du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, là. Évidemment, évidemment, parce que c'est un peu leur travail, mais ils ont fait un super travail encore là, mais vous savez, ce qui était dur, c'est que ça a duré plus longtemps que... La convention collective est assez précise là-dessus. Ils disent ne faut pas que ça dépasse 30 jours de calendrier. Ça a duré 4 mois. Et pendant ce temps-là, l'employeur, le MAPAC, m'interdisait tout contact avec mes anciens collègues. Même, puis ils étaient surtout surveillés, eux, pour ne pas entrer en contact avec moi. Donc, c'était vraiment un climat spécial. Puis j'avais eu vraiment l'impression d'avoir commis un péché mortel. Là. J'avais trahi la nation là, ou quelque chose. C'est très, 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 très sévère. Puis plus de contact avec personne, sans trop savoir les vraies raisons. Puis, à l'intérieur du mois aussi, il y avait certaines obligations, toujours selon la Convention, certaines obligations de l'employeur. Par exemple, il devait faire une rencontre d'échange d'informations. Il y avait un terme pour ça, d'ailleurs, là, que j'ai oublié, mais qui n'a jamais eu lieu. Bref, ils ont chanté qu'il y avait une manigance. Puis, vous savez, c'est durant la période d'élection aussi, ça. Hein? Ils ont dû vouloir pelleter ça en cours du prochain gouvernement. J'imagine. Il y a peut-être eu ces considérations-là là, pour expliquer pourquoi ça a duré si longtemps que ça, mais ça a été très long, cette période-là. Finalement, une enquête, puis ils m'ont congédié le 24 janvier 2019. Puis là, c'était un peu plus tard, c'est devenu public et puis il y a eu un appui assez spécial, je trouve, parce qu'il y a une pétition qui a circulé, qui a récolté 70 000 quelques noms pour dire, c'est injuste, M. Robert devrait revoir son travail. Est-ce que vous étiez surpris de voir le support que vous avez reçu, autant du public que de vos collègues? Oui.
Absolument, oui. Mes collègues au MAPAC avaient même organisé une espèce de geste de solidarité où il y avait un carré jaune à mon effigie là, qui affichait. Non, j'ai été bien touché, puis j'ai été très surpris, très content, évidemment. Puis ça n'a pas été long, là. Le congédiement a été signifié le 24 janvier 2019, puis ça a sorti dans les médias la semaine suivante. Puis dès les premiers jours, quand ça a été su dans les médias, bien, il y a eu un élan de solidarité, puis il y a eu des manifestations, puis mon syndicat encore là-dedans s'est impliqué beaucoup. Les gens en ont parlé beaucoup. Il y a eu une pétition, il y a eu une marche en plein hiver à Québec. C'était assez fantastique, en effet. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu les excuses qui ont été faites, puis est-ce que vous auriez pu reprendre votre poste, ça n'aurait pas été de la pression du public? Je pense que oui, parce qu'on avait une procédure, la procédure formelle qu'on avait entamée d'ailleurs, là les gens, bien, ça a été dit, mais on l'a oublié, mais j'avais une procédure de contestation par grief. Il y avait 3 griefs de déposer contre l'employeur. Éventuellement, j'aurais été réparé, mais ça aurait pris du temps. Si ça n'avait pas été la pression du public, je pense que j'aurais gagné, mais ça aurait pris 3 ans, 2 à 3 ans peut-être. Ça aurait été terrible, là. Mais la pression du public, il n'y est pas beaucoup. Puis aussi, oui, la pression du public, la protectrice du citoyen qui a lancé une enquête aussi à ce moment-là. Ça a été le goutte d'eau qui a fait basculer le gouvernement. Là, quand en juin 2019, la protectrice a sorti son rapport disant blâmant le MAPAC. Parce que vous savez, avant d'aller dans les médias en mars 2018, j'avais suivi toutes les étapes recommandées. C'est-à-dire j'avais déposé une demande d'enquête à l'interne en vertu de la loi là, facilitant la divulgation d'actes répréhensibles. J'avais fait une demande d'enquête à l'interne. J'avais alerté mes supérieurs. Je n'avais parlé autour de moi bien avant 2018. Là. Puis, il n'y a rien qui aboutissait. Puis, l'enquête à l'interne avait été virée en queue de poisson, volontairement d'ailleurs. Puis, ça, tous ces éléments-là ont sorti durant l'enquête de la protectrice du citoyen pour dire que je ne suis pas allé. Ma première démarche n'a pas été vers les publics, vers le Radio-Canada puis le Devoir. Là. Mes premières tentatives remontaient à même 2015, là, où j'avais approché mes supérieurs, puis des collègues, puis j'avais alerté des sous-ministres. J'avais finalement déposé une demande d'enquête interne, puis ça n'avait rien donné. C'est juste suite à ça que j'avais pris la décision d'aller vers les médias. Puis la protectrice a tout retracé ça, là, a tout découvert ça, qu'est-ce qui avait été fait dans mon dossier, comment ça avait été mal géré. Puis c'est quand la protectrice du citoyen a rendu public son rapport en juin 2019, bien là, le gouvernement a mal paru, hein. Puis là, tous les gens ont posé, bien d'abord, pourquoi il l'a congédié? Puis là, en plus que le ministre s'était prononcé favorable à mon congédiement, il l'avait appuyé, autorisé, etc. Puis là, il était pris un peu pour essayer d'expliquer c'est quoi les vraies raisons d'abord. C'est un peu ça qui apparaît dans le livre aussi. Là. Bien, on l'a effleuré, là, parlons-en des vraies raisons. Là. J'aimerais ça que vous nous expliquiez de quelle façon est-ce que les représentants des compagnies vont aller influencer les décisions qui sont prises, soit par le MAPAC ou les autres institutions qui représentent des agronomes. Parce que c'est un petit peu... Tu sais, on a envie d'avoir confiance à ces institutions-là puis de penser qu'ils travaillent dans le bien du consommateur et du producteur, mais là, ça ébranle un peu notre confiance. Oui. Puis, vous savez, ce qui est tordu là-dedans, c'est que souvent, les gens vont me reprocher, vont me blâmer moi pour avoir ébranlé la confiance des gens parce que j'ai révélé ces choses-là. Mais, tu sais, c'est... Au bout du compte, vous voulez le bien des consommateurs et des producteurs. Oui, c'est ça. Les compagnies exerçaient leur influence tantôt à l'Ordre des agronomes, tantôt au MAPAC. Il y avait deux grands moyens. À l'Ordre des agronomes, c'était très facile parce que les gens, l'establishment de l'Ordre des agronomes était déjà de mèche. Hein? Fait que c'était facile, puis ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'était facile, sauf que l'Ordre des agronomes n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'il me menaçait, il intentait une enquête. Mais moi, je savais bien que si on allait jusqu'au bout du processus puis que ça allait sur la place publique, c'est eux qui allaient mal paraître.
Ça, ils le savaient. Ils le savent encore, d'ailleurs. Ça n'a jamais débordé. L'Ordre des agronomes, les compagnies ont essayé autant comme autant, mais ça ne s'est jamais rendu sur la place publique. Parce que, en tout cas, bref. Mais du côté du MAPAC, là, les compagnies avaient peut-être un peu moins d'influence qu'à l'Ordre des agronomes, mais c'était plus efficace. Parce que là, mon employeur pouvait me menacer, là, puis... Vous savez, ça revient toujours aussi à la prédisposition idéologique des dirigeants. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des échanges d'argent ou des trucs comme ça, puis de la corruption, je ne pense pas que c'était le cas, sauf que les gens sont déjà sensibles, sont déjà sympathiques à la cour des compagnies. Ça, ils ne veulent pas l'avouer, là, mais tu sais, les compagnies n'ont pas forcé fort la porte d'un sous-ministre pour se faire entendre. Hein? Ils sont accueillis. Tu sais. C'est bien plus facile pour un dirigeant d'une compagnie d'engrais d'avoir accès au sous-ministre que pour un agronome au MAPAC. Là. Mais non seulement ça, mais ils font aussi partie, ils siègent sur des comités là, qui prennent ces décisions. Ils siègent sur des comités. Oui, absolument. Puis, donc, ils peuvent influencer. Puis, mettons, durant ma carrière, j'étais demandé à préparer une conférence sur un type d'engrais en particulier. Et bon, je faisais ma revue de littérature, je regardais les informations scientifiques, tout ce que je fais d'habitude. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que l'information scientifique me donnait un message qui était très différent de ce qui était véhiculé sur le terrain par les compagnies. Fait que moi, quand je faisais mes conférences, je ne faisais pas de compromis. Je disais ce que la littérature scientifique me disait, mes travaux de recherche disaient. Puis là, les représentants, ils n'aimaient pas ça. J'ai même été enregistré à mon insu. Là. J'ai des collègues qui peuvent en témoigner. Là. C'est quand même grave. Présenter une conférence, puis je me faisais enregistrer par les représentants des compagnies. Ils apportaient l'enregistrement au bureau du sous-ministre. Là, le sous-ministre, il demandait à mon patron de me faire un blâme, là, si tu veux, parce que c'est pas que moi, je parlais directement au sous-ministre. C'est toujours par palier. Hein, volontaire, tout ça. Là. Comme je l'ai dit à tous mes patrons en cours de route, j'ai tout le temps dit, je leur ai dit, ça n'a jamais donné de résultats, mais je leur ai toujours répété, j'ai dit, la prochaine fois que le sous-ministre reçoit une plainte à mon effet, là, j'aimerais ça être présent là, quand mon procès va se tenir. Parce que moi, je reçois la sanction, mais je ne suis pas là pour me défendre quand le procès a lieu. Là. Évidemment, ça n'a jamais... Il n'a jamais donné suite à cette demande-là. Soit dit en passant aussi, on parle beaucoup de ces occasions-là, mais comme je le dis dans le livre aussi au début, j'ai certainement livré plus que 1000 conférences, démonstrations, des communications, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, puis il y en a juste peut-être une douzaine qui m'ont attiré les ennuis parce que, mettons, quand je parle de santé des sols, ben ça ne dérange pas beaucoup d'intérêts commerciaux. Mais quand je parle d'inoculants mycorhiziens ou de pesticides ou d'engrais, ben souvent, parce que les résultats de travaux de recherche, comme on le disait tantôt pour l'engrais en Ontario, tu sais, la conférence où je présente mon enquête là, qui compare les recommandations d'engrais au Québec versus Ontario versus les 10 États du nord-est de l'Amérique du Nord, là, ben, les compagnies ne l'aiment vraiment pas, cette conférence-là. Puis pourtant, dans une des conférences, je faisais la démonstration que si on réduisait les excès, on réglerait la question du phosphore, par exemple. Ça, ils l'ont tellement pas aimé que c'est cette fois-là que je raconte où j'ai eu un appel 15 minutes avant ma conférence, puis mon patron m'imposait pas aller parler, ouais. de ne pas la donner là, 15 minutes avant. Il a fallu que j'étais assis dans la salle, puis l'animateur que je connais bien, là, M. Lafond de Radio-Canada, il était l'animateur de la conférence scientifique. Il dit, il annonce au groupe de scientifiques, il était une centaine dans la salle, il dit bon, ben la prochaine conférence était supposée d'être celle de Louis Robert. Il est avec nous. Il n'a pas l'air d'être malade non plus, mais pour une raison inconnue, il ne peut pas la donner. J'étais assis en premier rangée, puis il dit ça devant tout le monde. Fait que là, les gens se posent des questions, mais je n'ai pas donné ma conférence. J'ai choisi d'obéir à mon patron, de ne pas la donner à la conférence. Mais c'est dommage parce que, c'est ça, je me disais, ça va nuire à qui que je donne les conférences parce que c'est en plein dans l'intérêt public, là. Parlant de réduction de phosphore à la source. Ça allait dans l'intérêt des producteurs, ça allait dans l'intérêt de l'environnement, ça allait dans l'intérêt de la rentabilité de la production. Les seuls que ça pouvait déranger, c'est ceux qui vendaient de la moulée et ceux qui vendaient de l'engrais. C'était exactement ça qui est arrivé.
Mais ça me fait penser beaucoup à l'histoire, mais j'imagine que vous l'avez vu passer, là, quand il y a eu la fameuse protéine bovine qui ont voulu rentrer au Canada, puis que là, c'est quelqu'un, je ne me souviens pas comment s'appelait le ministère à cette époque-là, mais qui était au fédéral, puis ils ont dit, ils ont exprimé il y a des choses dans le rapport qui avait été déposé que les autres, ils disaient, mais ils n'étaient pas à l'aise d'adopter, de laisser passer ça. Puis le groupe de scientifiques, j'oublie le nom, là, ça fait longtemps, là, mais ils étaient 3, je pense, puis ils ont été congédiés les 3, puis parce que eux, selon leur expertise, ils disaient, on pense pas que c'est bien ni pour le producteur, parce que ça rendait les vaches malades, ni pour le consommateur, parce qu'on connaissait pas les répercussions au niveau de la santé. Puis malgré ça, j'imagine, en tout cas, vous avez entendu parler de ce dossier-là aussi. Oui. Oui, il y a des histoires. Oui, absolument. Absolument. Sauf que c'est encore plus grave c'est plus grave, parce que moi, finalement, j'ai été intégré, là, puis... mais oui, il y a des histoires abominables, pires que la mienne, pas mal, même, là, qui se sont passées, puis qu'on a laissé faire, là, puis oui, c'est pas juste... Parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont dans différents milieux, dont j'ai un de mes frères en particulier, qui était dans le système de santé toute sa vie, puis il était témoin aussi de manœuvres bien semblables à ça aussi. Là. Et, c'est pas propre à l'agriculture. Ben, moi, je ne suis pas en mission pour nettoyer les ministères non plus, mais pour les événements dont je suis témoin, ben, je ne resterai pas muet. Là, Mais là, à l'intérieur même du MAPAC, vous avez frappé des portes. Bon, c'était allé en coup de poisson, comme vous avez dit plus tôt. Mais les producteurs qui ont assisté à vos conférences, tout ça, eux autres, j'imagine, j'aurais tendance à penser qu'eux autres, ils ont le choix de faire les changements qui devraient être faits. Donc, je me demande, c'est quoi la réticence? C'est-tu parce que les recommandations des différents ordres sont différentes de ce que vous avez mis en lumière comme recherche? Parce que, c'est ça, pourquoi est-ce que les producteurs n'adhèrent pas à faire des changements plus rapidement ou du moins faire les changements en point? Oui, il y a des nuances à apporter là-dedans. Premièrement, il y a des producteurs qui, en effet, adoptent ces changements-là. Ces nouvelles méthodes-là. Et c'est d'ailleurs eux qui font la démonstration que c'est pas théorique, c'est pas juste scientifique. Les autres les ont transférés, puis ils sont plus rentables, puis ils font moins de dommages à l'environnement. Et puis c'est bien curieux. Fait que, je vais revenir à cette histoire-là, mais je veux vous dire aussi que voisins de ces producteurs-là qui adoptent les nouvelles techniques, voisins d'eux, de l'autre côté de la clôture, là, il y a des gens qui sont carrément en arrière, qui sont complètement rébarbatifs, réticents à ces techniques-là, alors qu'ils ont la démonstration de l'autre côté de la clôture de chez eux. Ils voient que ça marche. Et c'est bien curieux, ils sont très réticents. Bon, il y a plein de... C'est culturel, c'est folklorique, même par endroits, là. Il y a des gens qui maintiennent, qui veulent à tout prix répéter les recettes du passé, qui ne veulent pas se remettre en question. Il y en a qui sont très, très insécures. Il y en a qui sont... Tu sais, on les appelle des chefs d'entreprise, des producteurs, mais souvent, ce sont des héritiers d'entreprises, puis ils ne veulent pas changer beaucoup. Tu sais, dans un autre secteur d'activité économique, là, les chefs d'entreprise sont à l'affût. Ils sont en recherche et développement. Ils assument même une bonne partie de leur coût de recherche et développement. Alors qu'en agriculture, il y a des producteurs qui se le font payer par les fonds publics, puis qui sont réticents. Ils sont suspicieux de tout ce qui est public. Ils ont tendance à faire confiance davantage à leurs représentants parce que ça fait 25 ans qu'ils le connaissent. C'est même des fois leur beau-frère, mettons, des trucs comme ça, ou des amis. Là. Et alors que... Fait qu'il y a un grand écart entre les leaders puis les producteurs moyens ou ceux qui tirent de la patte. Et cet écart-là, moi, je l'ai vu s'agrandir au fil des ans. Il y a des producteurs qui font par hectare, qui font beaucoup plus d'argent que le producteur moyen. Et ça s'agrandit avec le temps. Et donc, ça fait juste démontrer que oui, l'innovation technologique, en se basant sur de la recherche objective, c'est très rentable, puis ça réduit les impacts environnementaux. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'on a un problème de diffusion. Puis moi, je l'associe beaucoup au manque d'effectifs du MAPAC parce qu'il faudrait qu'on soit plus présent. Comme je le disais, tu sais, il y a 3300 agronomes au Québec. Il y en a juste 130 au MAPAC. Okay. Puis sur les 130, il y en a peut-être même 110 qui sont entièrement occupés au programme d'aide financière et à la paperasse. Donc,
il en reste très peu d'heures travaillées en agronomie au Québec sur du transfert. Et c'est pour ça, moi, c'est la lacune que je trouve. Du service conseil neutre, il y en a quand même pas mal parce que les clubs, là, il y a 80 clubs de conseil en agro-environnement au Québec, puis il y a les consultants aussi. Donc, il y en a du service conseil indépendant. Autrement dit, des agronomes de première ligne indépendants, il y en a au Québec. Mais des agronomes de deuxième ligne qui font le transfert, ça, il y en a très peu. Et puis, on est tellement peu nombreux qu'on ne fournit même pas à transférer la recherche. La recherche s'accumule, qui se produit, si on engageait des ressources pour faire le transfert, puis on appliquait ce qui est déjà produit en recherche, on réduirait de 40 ou 50 la consommation de pesticides au Québec demain matin. Là. Oh. Mais il n'y a pas de transfert. Fait que... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté aussi pour les producteurs d'avoir accès à, entre autres, mettons, ce que vous disiez dans votre livre, ne serait-ce que d'avoir des semences qui n'ont pas été touchées par des insecticides, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est accessible? Oui, c'est accessible. C'est parce que c'est un peu un prétexte, cette raison-là. C'est vrai qu'il faut le commander d'avance quand tu vas avoir des semences qui ne sont pas traitées. Il faut que tu le commandes d'avance. Mais oui, mais c'est pas si compliqué que ça, là, commander d'avance. Encore, d'ailleurs, il y en a qui le font. Là. Il y a des producteurs d'avant-garde qui ne mettent aucun produit sur la semence, là, qui sèment des semences qui n'ont aucun pesticide. Il y en a plusieurs qui ne mettent aucun insecticide, puis ça fonctionne pareil. Mais il y en a d'autres qui vont sortir cet argument-là. Ben, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas toutes les variétés. Puis, ouais, mais les compagnies vont toujours obéir à la demande. Fait qu'il faut que ça vienne des producteurs. Que ça vienne des agronomes aussi. Est-ce que vous voyez dans un avenir, tantôt vous avez dit que vous n'avez pas le choix, mais est-ce que vous avez espoir qu'on va voir un changement assez rapide pour que les changements se fassent avant que notre environnement soit et la santé des gens soit hypothéquée, si on veut? Je pense que l'environnement est déjà endommagé là, de façon importante. Là. La santé publique, il y a encore moyen d'améliorer les choses. Là. Je ne veux pas être pessimiste. Moi, je pense que l'espoir réside dans la prise de conscience du grand public. C'est-à-dire que si ça peut se poursuivre, là, ce qu'on ressent depuis 2-3 ans, là, une prise de conscience de l'intérêt pour non seulement l'alimentation, pas juste les livres de recettes, mais aussi de la façon dont on produit des aliments. Parce que l'agriculture, ça doit être considéré comme un bien public, comme l'eau d'ailleurs. Et les citoyens ont un mot à dire sur le type d'agriculture qu'ils veulent avoir. Puis depuis 2-3 ans, les citoyens, puis j'en suis très content, les citoyens se rendent compte que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée au Québec ne ressemble pas beaucoup à l'agriculture qu'ils pensaient puis l'agriculture qu'ils souhaiteraient avoir au Québec. Fait que si les citoyens se réveillent et exigent des comptes de leurs représentants politiques, puis que l'agriculture devient un enjeu des campagnes électorales, par exemple, là, si je peux me permettre de rêver, là, bien là, il va y avoir des changements. Là, c'est comme ça que ça va se passer. Mais que moi, je pense pas, en toute modestie, là, mes gestes ne font pas beaucoup bouger ceux qui ont le pouvoir. Là. Ils vont entendre que la tempête passe et tout ça, mais que le grand public prenne conscience puis demande des comptes, là, ça peut avoir plus d'effet. Bien, justement, votre histoire, je pense qu'elle a réussi à rejoindre le grand public puis peut-être à commencer à changer les mentalités. Oui, peut-être. S'il y a quelque chose de positif là-dedans, ce serait ça, en effet. Je m'adresse au grand public, d'ailleurs, pas mal plus, parce que, vous savez, pardon, si, vous savez, l'agronome est responsable de sa recommandation, puis il n'est pas responsable d'application, de la même façon, ma PAC, là, si moi, je me frustrais parce que ce que je dis n'est pas appliqué, ça ferait longtemps que je serais démoralisé. Hein. Je sais que ça sera pas considéré bien, mais c'est pas grave parce que au moins j'aurais dit ce que je pense vraiment honnêtement. Là. Bien fait. Ouais, d'être intègre avec vous-même à quelque part. Oui, c'est ça. Sinon, si tu dis rien, tu es complice. Mais maintenant, là, vous avez un livre d'écrit, vous avez passé beaucoup de temps à en parler, tout ça, mais est-ce qu'on va entendre encore parler de Louis Robert? Est-ce que le livre, c'est vos derniers mots ou bien vous voulez encore travailler à sensibiliser les consommateurs? Ben moi, je vais... Et les producteurs. Oui. Moi, je vais continuer à faire mon travail. D'ailleurs, le livre, je le vois pas mal comme un travail d'agronome en passant, même si je suis très conscient que ma notoriété
m'ont ouvert les portes de moyens de communication, comme d'écrire un livre, ce qui n'est pas donné à tous les agronomes. Là. Mais en gros, le livre contient des éléments de la vulgarisation agronomique aussi. Donc, c'est un travail agronomique en quelque part. Après, je vais rencontrer des groupes de citoyens, des groupes de producteurs comme je le faisais avant. Puis je vais continuer. D'ailleurs, cette année, il va y avoir encore des caravanes de santé des sols, des trucs comme ça. Mais j'ai pas de projet. Je suis pas en mission, puis j'ai pas de projet de poser des gestes d'envergure pour que ce soit politique ou autre. Là. Ouais, mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas non plus, c'est ça. Mais on le sent dans le livre, puis entre autres dans la partie où vous parlez, puis vous vulgarisez, puis parce que même moi, j'ai réussi à comprendre que pour ce qui est de la santé des sols et tout ça, que votre intention, dans le fond, je trouve, c'est de bien informer puis d'aider les producteurs dans tout ça. Oui. Je pense qu'il y a de la résistance, hein, comme je l'écris dans le livre aussi. C'est difficile de convaincre quelqu'un dont le salaire dépend du fait qu'il ne comprendra pas ce que tu essaies de faire comprendre. Mais il y a beaucoup de producteurs, par contre, qui sont sensibles à ça. En effet. Puis ça, c'est super le fun. Là. Je mentionne des exemples aussi. Puis le grand public, je suis très content d'ailleurs, comme tu as dit, là, que le livre, ce que je craignais, c'est que ce soit un langage un petit peu trop agronomique ou technique. Okay. Oui. Mais les feedbacks que j'ai sont plutôt au contraire, c'est que oui, c'est assez accessible. Puis les gens, donc c'est tant mieux. Je suis très content de ça, oui. Bien, écoutez, un gros merci de nous avoir accordé la dernière heure presque. C'est bien apprécié. Et puis, on va souhaiter tout le monde ensemble que les choses vont changer et aussi que, que ça devienne une préoccupation, oui. Oui, que ça devienne une préoccupation. Puis que ce que j'allais dire, c'est que ce que vous avez fait ne sera pas en vain. Oui. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Bien, c'est un plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.